Bruit de page de l'université du Havre. Bruit de page. Page. Bruit de page. Bruit de page. Bonjour, je viens vous entretenir aujourd'hui d'une monographie intitulée « Émilie philosophe, le goût du plaisir » que je viens de publier. Le livre est sorti des presses début octobre chez TIR, Travaux d'investigation et de recherche. Je tiens avant toute chose à remercier l'Université du Havre-Normandie et en particulier Dan Héroard de me donner l'occasion de représenter ici le fruit de longues années de recherche. Vous allez peut-être vous demander pourquoi une angliciste, puisque je suis professeure de langue et littérature anglaise, écrit un ouvrage sur le roman libertin français. D'abord, mon champ de recherche, le siècle des Lumières, en gros le long XVIIIe siècle, est très cosmopolite. Et puis, comme je l'indique dans le préliminaire, cet essai est le fruit de longues années de maturation, réflexion alimentée par les lectures et les discussions suscitées par les colloques et les congrès auxquels j'ai pu participer. Cet ouvrage a germé au printemps 2008, alors que j'achevais la rédaction de ma note de synthèse pour l'FGR, et je pensais écrire ce livre après Spectre des Lumières que j'ai publié en 2008, mais quand j'ai été élue sur un poste de professeur à l'Université du Havre ici, je me suis investie dans des productions plus collectives puisque j'ai édité les actes des 4 colloques internationaux que j'ai organisés ici. Alors, ce projet est resté un petit peu au second plan, mais toujours dans un coin de ma tête. Et en fin de compte, ce délai s'est avéré bénéfique puisqu'il m'a permis de m'affranchir de la tyrannie des genres et des disciplines. Spécialiste du siècle des Lumières, m'intéressant plus particulièrement au roman gothique anglais des origines, mon projet initial était centré sur l'approfondissement du thème des perversions et sur la sexualité à la fin du XVIIIe telle qu'elle transparaît dans le roman gothique anglais et américain. Mais la vie nous entraîne toujours plus loin que ce que l'on a imaginé. Et mon appartenance au réseau Grisol, le groupe de recherche interdisciplinaire sur la sociabilité des Lumières, constitué dans le cadre d'un projet ANR avec l'Université de Brest, m'a ouvert des perspectives de réflexion nouvelles par la fréquentation de chercheurs de différentes disciplines, d'universités françaises et étrangères. Et c'est là que j'ai fait une rencontre marquante qui a totalement modifié ma trajectoire. Il est des rencontres dont on ne revient pas indemne. Et comme dit si bien Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. En 2012, j'ai eu le privilège et le bonheur de faire la connaissance d'Émilie du Châtelet. C'est à elle d'ailleurs que cet ouvrage est dédié. Cette femme exceptionnelle, entière, passionnée, emblématique de l'esprit des Lumières, je l'ai découverte grâce à son discours sur le bonheur, opuscule écrit après la fin de sa relation avec Voltaire, probablement vers 1746, et publié de façon posthume en 1779. Et dans cet ouvrage, Émilie continue à se moquer des dictates. C'est un texte qui n'a pas été écrit pour être publié, qui est plus proche de la confidence ou de la confession que du traité philosophique, et qui trace le bilan de ses ambitions, de ses espérances, de ses amours avec Voltaire, avec des accents déchirants de sincérité. C'est un être humain que l'on rencontre dans ces pages, avec ses doutes, ses espoirs, ses frustrations, ses peines. Et ensuite, j'ai pu apprécier ses qualités de traductrice, de passeur scientifique, en travaillant sur les traductions de Newton au XVIIIe. Émilie, c'est une vraie femme de science dans la Société des Lumières, qui rêve d'être l'égale des plus grands savants, qui connaît sa valeur et ses dons, mais qui, lucide, sait aussi reconnaître l'hostilité d'un monde scientifique essentiellement masculin. Donc, elle se fait traductrice par humilité, par nécessité, mais surtout par volonté de rendre service à ses contemporains. Et là encore, elle fait montre d'une modernité et d'une actualité étonnantes. Parce que éveiller l'intérêt de l'auditoire non spécialiste pour qu'il aille vers la science, c'est le but de la pratique de la science hier comme aujourd'hui. Un autre trait du caractère d'Émilie du Châtelet que j'admire, c'est son non-conformisme et son audace. Son courage aussi, parce qu'il en fallait, dans une société patriarcale qui interdisait aux femmes la plupart des gloires accordées aux hommes. Révolutionnaire dans son attitude et dans sa pensée, la marquise, comme les hommes des Lumières, s'autorise à réfléchir par elle-même. C'est une femme brillante qui a su affirmer son originalité, son ambition et vivre sa vie sans s'en laisser imposer par quiconque selon ses désirs. Pionnière du féminisme, elle revendique son identité de femme et de scientifique et le droit d'exister par elle-même.
C'est la femme des Lumières par excellence et l'ancêtre des filles d'aujourd'hui, assoiffées d'ambition et d'autonomie. Il est notable que, dès le XVIIIe, la contestation de l'absolutisme ait été portée d'abord par la critique féminine et féministe d'une société patriarcale sclérosée et aliénante. Et il convient de souligner le rôle joué par l'art et par la littérature, notamment par le rôle nouveau qui est dévolu aux femmes, dans la critique des traditions. La virilisation de l'héroïne concourt à cette entreprise de sape du modèle sociétal. Et la ressemblance entre l'héroïne gothique et l'héroïne du roman libertin s'est apposée à moi comme une évidence. Toutes deux sont femmes des Lumières, et la femme des Lumières, maîtresse de l'ombre, porte la promesse de l'autonomie individuelle et de l'émancipation des femmes. Alors cet ouvrage que je viens de publier, intitulé « Émilie philosophe, le goût du plaisir, à l'ombre des Lumières, roman gothique et roman libertin », propose, comme l'indique l'illustration de couverture et le sous-titre, une comparaison entre ces deux esthétiques bien représentatives de l'époque qui les a vues fleurir. L'illustration de la couverture, gravure en couleur de Jean-François Janinet datant de 1786, intitulée « La comparaison », que j'ai emprunté au département des estampes et de la photographie de la BNF, représente deux jeunes filles, la poitrine dénudée, comparant leurs appas, dans le demi-jour propice d'une chambre ou d'un boudoir, ce lieu caractéristique du XVIIIe, lieu clos, voire interdit, favorisant la transgression, théâtre de perversions et de déviances. On pourrait y voir une allégorie de ces deux esthétiques mentionnées dans le sous-titre, roman gothique et roman libertin. Le titre lui-même, Émilie philosophe, avec le prénom orthographié à l'anglaise avec un Y, est une combinaison du prénom de l'héroïne gothique la plus célèbre d'Anne Radcliffe, dans The Mistress of Udolpho de 1794, et du nom philosophe, qui rappelle le titre d'un des plus notoires romans libertins, Thérèse philosophe, paru en 1748. N'oublions pas que les romans libertins pornographiques sont appelés à l'époque romans philosophique. Songez au titre du roman de Sade, La philosophie dans le boudoir de 1794. Car tout roman érotique est presque toujours peu ou prou philosophique. Le livre libertin prétend défendre la morale naturelle contre toute morale conventionnelle et prône l'hédonisme qui sera de règle chez les encyclopédistes. Il est intéressant de noter que, comme le dit Patrick Walazowski dans son dictionnaire libertin, libertin traduit le latin libertinus. C'est le fils de l'esclave affranchi dans l'Antiquité romaine et ce mot inscrit d'emblée l'idée de liberté, une liberté qui, au regard de l'autorité religieuse et politique, est toujours menaçante. De sorte qu'à l'âge classique, le libertin est celui qui s'affranchit, celui qui ne veut pas s'assujettir aux règles prescrites. Il a commencé par être libre de penser, ensuite il devient libre de corps. Le libertinisme au XVIIIe combine liberté de pensée religieuse et liberté sexuelle. Ce siècle se veut et se déclare libre pour la recherche du bonheur. Alors, ce gros ouvrage, Émilie philosophe, fait 525 pages et il est divisé en 3 grandes parties. D'abord, une vision nouvelle du monde et des hommes, puis valorisation de l'excès et enfin les ombres des Lumières. Après m'être attachée à reconstituer la vision nouvelle qui se fait jour au siècle des Lumières, j'analyse dans cet ouvrage la place de l'individu dans cette société en crise, en rupture avec ce qui précède et notamment les traditions. La prééminence du concept d'individualité conduit à une réhabilitation du plaisir et à une revendication du droit à la jouissance. La comparaison entre roman gothique et roman libertin s'appuie aussi sur l'observation du décor, des lieux interdits et clos, favorisant la transgression. Le lieu clos se fait le théâtre de perversions inspirées par une sensibilité érotique obsédée par l'idée de plaisir obtenue par la cruauté sadique ou masochiste. Je me suis d'abord tournée vers les traités de médecine et les hypothèses plus farfelues émises par les médicastres de l'époque, avant de passer à leur application concrète avec l'exploration des diverses déviances à l'œuvre dans les romans gothiques et libertins. Remède à l'ennui, ce mal du siècle, la dissipation pousse à l'excès et à l'exploration des plaisirs interdits, ce qui est l'objet de la deuxième partie, valorisation de l'excès. Littérature gothique et littérature libertine s'écrivent dans l'écart et dans l'excès. Et ces deux esthétiques, affectionnant l'ombre ou le demi-jour, goûtant le secret et l'intrigue, prônant l'égarement et le désordre, contribuent à saper les fondements d'une société hypocrite et aliénante. L'ombre n'est jamais loin de la lumière. Et la valorisation de l'ombre caractérise le XVIIIe siècle finissant, ce que je développe dans le dernier volet de cette étude, les ombres des Lumières.
Cette époque est le triomphe du secret. Le secret qui par définition doit être écarté, mais qui refait surface inexorablement de la même façon que le fantôme réapparaît. Le fantôme qui fait un retour triomphant sur la scène littéraire au tournant des Lumières laisse transparaître la vraie réalité. Et ce retour du refoulé, car il s'agit bien de cela ici, qu'en termes freudiens on appellerait l'effondrement des barrières entre le moi et le ça, illustre combien les pulsions instinctives peuvent devenir violentes et incontrôlables lorsque l'on nie leur pouvoir. Les dangers d'un refoulement excessif de ces pulsions sont illustrés dans ces deux esthétiques. Ainsi, en particulier, le surplus d'énergie féminine rend les femmes incontrôlables. Ces débordements, cette hypersexualité sont bien sûr portés à leur paroxysme dans le personnage de la vampiresse. Cette énergie débordante représente une menace. La crainte de la féminité conquérante, cette méfiance du savoir de la femme, sont bien sûr un rappel de la malédiction biblique. Il convient de maintenir la femme dans un état de faiblesse, de canaliser l'énergie féminine. Alors, s'estimant brimées par leur condition de femme, mues par des pulsions puissantes, certaines femmes se révoltent contre les traditions sociales. La représentation de femmes rebelles à la domination masculine, d'héroïnes qui s'arrogent des prérogatives masculines et s'emparent du pouvoir des hommes, constitue un défi envers les principes, une menace envers les structures patriarcales par la subversion des relations traditionnelles entre les sexes. Et cela est très bien mis en lumière par l'illustration coquine de la page de titre, création originale de notre collègue Jean-Luc Ponty du Litis, qui a une nouvelle fois, la 4e, gentiment accepté de m'honorer de ce témoignage de son talent artistique. Il a librement réinterprété un détail d'une gravure intitulée Passe-temps, pièce de la première moitié du XIXe siècle, qui figure 4 femmes armées de piques, symbole ô combien phallique et révolutionnaire, chevauchant un pénis. On y voit poindre l'amorce d'un discours libérateur, une remise en cause des relations hommes-femmes, un ébranlement de l'autorité masculine et patriarcale et un questionnement sur le statut légal et politique de la femme dans la société. Les femmes se font principe de changement et de bouleversement. Et en cela, ces deux esthétiques sont bien de leur époque, de ce siècle des Lumières marqué par une volonté de changer le monde, de changer l'homme, où l'individu peut décider par son raisonnement propre et non plus sous le seul joug des us et coutumes. L'essentiel des Lumières, la modernité émancipatrice des Lumières, c'est l'idée de liberté absolue du jugement, par laquelle l'homme se délivre de ses préjugés et de ses superstitions. Libertinage, littérature, philosophie s'entrelacent, complices, pour concevoir des formes originales qui débordent l'autorité. Le libertinage est un symptôme d'une société en mutation, où l'individu a essayé de se dégager des grandes institutions qui avaient trop longtemps structuré tous les aspects de la vie. La littérature libertine et le roman gothique dénoncent en particulier la barbarie des institutions religieuses qui, en s'opposant à la loi naturelle, entraînent leurs pensionnaires dans la folie, le dérèglement et la mort. Si ces deux formes littéraires n'ont pas déclenché la Révolution française, leur rôle fut décisif dans la désacralisation des élites nobiliaires et ecclésiastiques. Avec roman gothique et roman libertin, on assiste à l'affleurement de la thématique souterraine de l'émancipation. La naissance et le développement du roman gothique sont les indices d'une volonté de transgression. Le mouvement du renouveau gothique en architecture au milieu du XVIIIe représente une contre-culture protestataire. Et comme je le rappelle à propos du père du roman gothique Horace Walpole, employer le style gothique dans l'aménagement de sa maison de campagne Strawberry Hill revient à affirmer son opposition aux normes du temps et à nier le palladianisme. Socialement, artistiquement, politiquement chargé d'implications subversives, le gothique suggère une perspective critique oblique sur l'ordre établi. De même, refusant le conservatisme d'une société figée, contestant l'ordre établi et la morale, le libertin, véritable contre-modèle social, cultive la transgression avec ardeur et obstination. La femme revendique la même liberté que les hommes, ce qui fait de Madame de Merteuil, l'héroïne des Liaisons dangereuses, une menace pour l'ordre social établi, c'est qu'elle dérange la partition traditionnelle des fonctions sexuées, comme dit Michel Delon. Sa fameuse lettre 81 est une véritable diatribe contre la société patriarcale qui tient les femmes en lisière, et elle révèle que la marquise a choisi de s'élever au-dessus de la condition ordinaire des femmes par l'exercice de sa volonté et par sa capacité de rouerie.
La notion de libertinage s'associe à celle de désobéissance à l'autorité, de refus d'assujettissement aux lois et aux règles de la vie en société. Le libertinage revendique le droit au plaisir et il s'élève à la prétention philosophique puisqu'il accueille la réflexion matérialiste et la contestation. Refusant le rôle traditionnel dévolu aux femmes, l'héroïne du roman libertin revendique un droit au plaisir égal à celui de l'homme, tandis que l'héroïne gothique affirme son autonomie et la valorisation du mariage entre égaux. La femme est le vecteur d'une déconstruction du pouvoir et de l'autorité, et le passage de la passivité à la domination féminine, qui est dépeint dans ces romans, reflète l'angoisse de l'époque devant un glissement de l'autorité. Le roman libertin affaiblit et dégrade l'image du pouvoir et des autorités par un lent et habile travail de sape. Il convient de souligner l'importance du livre érotique au XVIIIe. La fascination du livre défendu est immédiate. Et il est d'ailleurs bien significatif que la même accusation de corruption se retrouve sous la plume des recenseurs des romans gothiques, dont la lecture est déconseillée aux jeunes filles au nom de la morale et du bon goût. On craint principalement la tentation pour de jeunes lectrices influençables d'imiter la conduite des héroïnes qui offrent un exemple affreusement funeste pour la jeunesse. Le XVIIIe a effectivement vu l'essor du roman. Et à côté des grands auteurs, on voit pulluler nombre d'écrivains de deuxième ordre, voire de troisième ordre. Succès d'autant plus singulier que la condamnation de ce genre est unanime. Les condamnations par les autorités religieuses, les mesures policières à l'encontre des colporteurs d'ouvrages contraires aux bonnes mœurs attestent cette popularité, tout comme le catalogue de l'enfer de la Bibliothèque nationale, la liste des détenus à la Bastille par lettre de cachet et les catalogues des bibliothèques de prêt, les Circulating Libraries, qui se développent en Grande-Bretagne au XVIIIe. Or, si l'on craint les romans, c'est bien qu'ils ont une influence certaine. La grande menace représentée par les romans gothiques et érotiques, c'est qu'ils déculpabilisent les perversions et brisent les contraintes, toutes les contraintes. Les frontières s'estompent entre masculin et féminin, animal et humain, réel et imaginaire, conscient et inconscient. Animé d'une révolte féminine, voire féministe, si l'on ose cet anachronisme lexical, roman gothique et libertin s'emploient à dire le désir sexuel débridé et ses perversions, désir de savoir, désir de pouvoir, désir d'immortalité. On a donc pu dire et écrire que ces romans sont révolutionnaires dans leur entreprise d'épuisement d'une société fin de siècle, précisément par cette attribution de la parole et du pouvoir de décision aux femmes, par cette transgression consciente du rôle traditionnel dévolu à l'héroïne et à la femme. En réalité, loin de mettre en danger la société, de remettre en question les hiérarchies sociales, en leur offrant un répit des frustrations de leur quotidien, ces deux esthétiques, et notamment la fiction sadienne à laquelle je consacre un chapitre dans l'ouvrage, de la même façon que le conte de fées ou que la tradition du carnaval ou que le masque, ces esthétiques donc permettent une certaine libération, une catharsis, un exutoire pour les pulsions et les désirs refoulés, l'expression de leurs propres fantasmes. Et l'on pourrait appliquer au roman gothique et libertin, comme à la majorité des créations artistiques, le terme de sublimation qui est introduit par Freud en psychanalyse. La sublimation, c'est le détournement de pulsions basses, sexuelles par exemple, vers des buts artistiques. Et elle permet de libérer le sujet à la fois de la poussée de la pulsion et des exigences de la censure, en permettant à celle-là de s'accomplir dans des entreprises non répréhensibles pour celle-ci. Littérature d'évasion, roman gothique et libertin critiquent les structures patriarcales de domination masculine. Le roman gothique, principalement écrit par des femmes, pour des femmes, découvre la scène primitive d'une femme opprimée et en fait un voyage où les femmes gagnent fortune et pouvoir. Dans le roman libertin, la peinture des ébats donne au lecteur le plaisir procuré par le spectacle de la libération par la jouissance. À l'époque des Lumières, à l'époque libertine, le plaisir est à la fois pratique, sujet de conversation, coordonnée fondamentale, et la réflexion qu'il suscite l'introduit parmi les valeurs de la civilisation. Le plaisir peut se concevoir comme la manifestation de l'autonomie de l'individu, signe de sa liberté, contribuant à la constitution de nouveaux liens sociaux. La sociabilité, c'est l'ensemble des règles de conduite que chacun doit observer relativement aux autres. La sociabilité commence avec l'art de plaire. Il s'agit d'un véritable art de vivre et de parvenir au bonheur en se faisant aimer des autres, ce qui implique un processus perpétuel de séduction.